Tout est donc parti d'une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux. On y voit un imam tunisien installé dans le Gard, à Bagnols-sur-Cèze, tenir un discours clairement anti-français. Des propos signalés par le préfet du Gard qui ont conduit Gérald Darmanin à réclamer hier soir le retrait de son titre de séjour. Le ministre de l'Intérieur affirme notamment sur les réseaux sociaux X, ex-Twitter. Sur mon instruction, les propos de cet imam ont fait l'objet d'un signalement cette semaine au procureur de la République par le préfet du Gard. J'ai demandé le retrait de son titre de séjour en vue de son expulsion du territoire. Aucun appel à la haine ne restera sans réponse. Ce sera visiblement plus difficile que prévu. Et pour en débattre, nous sommes rejoints par maître William Julier, qui est avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit international. Naïm Bestandji, qui lui était essayiste et auteur du livre Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile, paru aux éditions Céramis. Amandine Atalaya, éditorialiste politique de BFM TV. Et Vincent Mantighem, grand reporter police-justice de notre chaîne. Maître Julier, une enquête est ouverte pour apologie du terrorisme. Que risque-t-il dans ce cas-là? Les poursuites pénales. Oui. Dans le cadre de cette enquête, vous disiez que le retrait de son titre de séjour pourrait être un casse-tête juridique. Les textes sont assez clairs et on a discuté d'autres cas déjà d'expulsion d'imams dans les derniers mois. Il y a deux volets. Il y a le volet administratif qui est celui de l'expulsion, du retrait du titre de séjour et des conditions qui permettent de procéder à une expulsion, y compris de personnes qui sont ancrées dans la société française avec des enfants français, une vie en France depuis longtemps. Et là, il y a des conditions restrictives. On pourra entrer dedans si vous le souhaitez. Et puis ensuite, il y a le volet pénal, que vous venez d'évoquer. C'est deux choses différentes, bien sûr. Mais qui parfois vont quand même un peu ensemble, parce que des poursuites pénales et une condamnation pénale peuvent avoir des conséquences aussi sur le volet administratif, et notamment sur la caractérisation de la menace que vous représentez pour l'ordre public français, dans la mesure où vous êtes condamné. Ensuite, il faut l'être définitivement, etc. Mais enfin, il y a quand même une connexion entre les deux procédures qui est possible. À quoi sont condamnés les imams qui tiendraient des propos semblables à ceux qu'il a tenus? Alors, et qui seraient français. Oui. Qui seraient français. Alors, le fait d'être français ou de ne pas être français n'a pas de conséquences. Ça ne change pas les choses? Alors, en principe, ça ne doit pas changer les choses sur la peine à laquelle vous seriez condamné en termes de peine de prison. Mais il y a la question de l'expulsion. Alors, ensuite, ça, c'est autre chose. Voilà, c'est-à-dire que si vous êtes français, vous ne pouvez pas être expulsé parce que vous êtes français. En effet. Vous pouvez d'ailleurs, en règle générale, pas être extradé non plus. Mais sur la peine... à part la mesure d'éloignement et des peines complémentaires qui existent au pénal aussi, lorsque la personne n'est pas française, ça ne devrait pas avoir d'impact. La première chose peut-être à regarder, pour essayer de savoir ce qu'il en serait d'une peine éventuelle, c'est déjà de regarder quelle qualification. Oui. Il y en a deux, a priori, qui sont, à mon sens, envisageables. Une dont on a compris qu'elle était retenue, qui est l'apologie du terrorisme. Mais là, on peut discuter un peu plus finement, parce que c'est peut-être une qualification plus délicate à retenir, en tout cas à première vue. Il faudra voir comment le parquet nourrit cette accusation. Et puis sinon, on a l'incitation à la haine et à la discrimination, qui est, je dirais, celle qui est retenue peut-être le plus souvent, sauf évidemment lorsqu'on a quelqu'un qui vient faire une apologie claire d'un attentat. Je relisais avant le plateau une décision intéressante de la Cour de cassation récente de 2020, où avait été poursuivie une personne arrêtée et puis dans la voiture de police qui avait dit 5 fois Allah Akbar. Oui. Et la Cour de cassation a dit que le simple fait de dire Allah Akbar pouvait être interprété autrement qu'une apologie du terrorisme, et a cassé la décision de la Cour d'appel en disant ça ne suffit pas. Donc il y a quand même un examen de voir... Est-ce qu'on est dans l'incitation à la haine? Est-ce qu'on est dans l'apologie du terrorisme? C'est deux infractions distinctes. Une qui est réprimée par le droit de la presse, mais qui est quand même du droit pénal, et puis l'autre qui est dans le code pénal. On va voir comment le parquet travaille cette accusation. Vous êtes simplement en train de nous rappeler que la France est un pays de droit. Ah oui. Voilà, c'est ce que je retiens de votre intervention. Oui, mais absolument. Mais c'est important quand on est confronté à des personnages de ce type. De droit et où la loi s'applique pour tous. Absolument. De la même façon, Maître Julier, je n'arrive pas à me faire un avis définitif. Est-ce qu'il est très compliqué, et est-ce que c'est un parcours du combattant judiciaire en quelque sorte et administratif de faire condamner et surtout expulser un imam dans notre pays? Non. Non? Non, je crois pas. On a les outils. Oui, je crois que ce que vous disiez est vrai, et en même temps, lorsque l'imam Iqiyoussem
a décidé de quitter la France pour aller en Belgique. La Belgique a refusé de l'envoyer en France pour qu'il y soit poursuivi pénalement, mais elle l'a expulsé. Donc il a été expulsé, ce que souhaitait Gérald Darmanin. Une décision en 2023 a été rendue par la Cour européenne des droits de l'homme qui a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes qui avaient été faites par lui, pour des raisons un peu techniques, je ne vais pas rentrer dedans. Non, il y a des outils juridiques. Pardonnez-moi, on parle d'un homme qui est dans notre pays depuis 35 ans, qui a des enfants scolarisés. Ça ne limite pas les... Alors si, ça limite, mais j'ai envie de vous dire, d'une certaine façon, heureusement aussi. C'est-à-dire que l'article 8, j'allais et je vais dire un petit mot. Vous parliez de l'état de droit. Il y a aussi l'état de droit européen. Il y a l'article 8 qui protège la vie familiale et personne s'en plaint, c'est bien. Ensuite, dans le CESEDA, il y a des critères de gravité. Le CESEDA. Alors, c'est le code qui réglemente, qui régit les questions dont nous parlons, c'est-à-dire celle de l'expulsion administrative. Donc, il y a sans rentrer dans les détails techniques, mais il y a des critères d'analyse de gravité. Ça doit être suffisamment grave lorsqu'on est là depuis suffisamment longtemps pour qu'on puisse expulser, mais il existe des outils. Et la deuxième chose, ce que vous disiez sur le fait que, heureusement, en France, c'est un état de droit, il y a aussi la prise en considération au niveau européen, pas seulement de cet article 8 qui est protecteur. Les gens ont tendance à penser la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que pour protéger puis faire en sorte que les États ne puissent pas agir. La question de l'incitation à la haine vient de faire l'objet d'un rapport du Parlement européen qui demande à ce que cette infraction spécifique soit inscrite au même titre que la violation des sanctions, on parle beaucoup de ça en ce moment, sur la liste des crimes européens. Mais alors, pardonnez-moi, vous venez de nous dire successivement qu'il y avait des outils en France, des outils à l'échelle de l'Europe. Oui. À votre connaissance, est-ce que des expulsions sont fréquentes, régulières, et est-ce qu'elles aboutissent? Alors écoutez, oui, je suis pas honnêtement, moi dans ma vie de journaliste, à part Ecoussen, je n'en ai pas vu beaucoup. J'ai entendu que le ministère de l'Intérieur avait communiqué sur l'augmentation substantielle des expulsions. Et je crois que j'ai vu ça sur une brève de votre chaîne. Donc, je ne vais pas reprendre le chiffre, vous le connaissez peut-être mieux que moi. Je ne suis pas les chiffres du ministère de l'Intérieur, mais je comprends qu'apparemment, la statistique, en tout cas sur l'année dernière, je crois sur 2023, est en hausse de plus de 20%, quelque chose comme ça. Vincent, en tout cas, me connaît tout ça. En tout cas, juridiquement, les outils existent. Oui, je peux en témoigner. J'ai cru comprendre que ce qui était le plus facile dans vos propos tout à l'heure à caractériser, c'était ce qu'on appelle, très simplement, l'appel à la haine. Oui. Plus que le terrorisme supposé. C'est ce que je terminais tout à l'heure sur ce rapport du Parlement de l'Union européenne. C'est intéressant parce que ce rapport vise la notion de tolérance. Oui. Et l'intolérance, c'est pas ce qu'on a... Comment les tolérants font-ils pour combattre les intolérants? C'est pas ce qu'on a dans la loi française, mais je pense que c'est bien aussi d'avoir à l'antenne un appel à l'équilibre. C'est-à-dire ce que l'on cherche, c'est, je crois que les valeurs de la République, c'est la tolérance. Alors ensuite, quand on est dans l'intolérance, on peut basculer dans l'incitation à la haine, et là on tombe dans la qualification pénale, mais c'est quand même le socle. Et à tout le moins, lorsque l'on commence à faire des différences entre les cultures, les religions, on bascule vite dans l'intolérance et puis ensuite on bascule potentiellement assez vite dans la discrimination. Et vous avez raison, c'est ce que je pense. Je pense que l'incitation, en effet, à la haine, à la discrimination, nécessite une caractérisation moins compliquée au niveau de l'élément intentionnel, comme on l'appelle, que l'apologie du terrorisme, parce que là, il faut démontrer qu'il y a une adhésion à une idéologie qui est une idéologie guerrière, d'attaque et de destruction, alors qu'on peut discriminer simplement parce qu'on est intolérant, et puis ça fait du mal à la société, mais c'est pas le même niveau d'agression vis-à-vis de l'autre.